Aujourd'hui à Jeanne Culture, on rencontre deux entreprises qui ont la forêt comme terrain de jeu, les Primitifs et la Vallée Secrète. Mathieu Hébert, tu es le fondateur de l'école de survie Les Primitifs et tu m'accueilles aujourd'hui à Rivière-à-Pierre, tout près de chez toi. Oui, absolument. Pour nous parler de ton école, mais aussi de ta passion pour la survie, en fait. Et là, vraiment, tu es la première personne que je rencontre qui a une passion pour la survie parce que moi, ça t'offrait pas longtemps, je te dis tout de suite, en forêt. Et là, je vais prendre tes conseils aujourd'hui. C'est venu comment dans ta vie, ça, cette passion-là? Bien, c'est venu assez jeune. Ma sœur m'a amené faire du camping sauvage avec son copain. Puis on aimait ça, là, fabriquer des trucs, passer du temps en nature. Puis on parlait souvent de la possibilité, ben si t'as pas ça, qu'est-ce que tu peux faire, t'sais? Puis, fait que c'est venu jeune, mais à un moment donné, ça a été comme mis un peu de côté, au secondaire, puis tout ça. Puis c'est revenu en grande force. Quand moi, je suis devenu papa, je me suis dit, qu'est-ce que je fais si j'ai un problème, puis avec mes enfants, qu'on est perdu en forêt? Et là, je suis tombé en amour avec la survie préhistorique. Puis dire, qu'est-ce que nos ancêtres faisaient? Peu importe tu viens de où sur la planète, tes ancêtres ont passé par l'âge de pierre. Oui. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans ce temps-là pour survivre? Est-ce qu'il y a des grands maîtres de la survie duquel tu t'es inspiré? Parce que tu es un des seuls à faire ça quand même au Québec, là, j'ai l'impression. Absolument. Moi, j'ai pas appris sur YouTube. J'ai toujours eu une mentalité d'art martialiste. J'ai toujours aimé ça d'apprendre de maître. Puis après ça, de, moi, aider d'autres personnes. De transmettre, oui. Parce qu'avec les technologies préhistoriques, mon autre passion, c'est le pistage. Le pistage des animaux, le pistage des humains, puis de vraiment lire la nature. Les technologies préhistoriques, pour moi, ils sont pas juste quelque chose qu'on doit mettre dans un musée, mais quelque chose qu'on est capable de reproduire comme technologie. Si tu me demandes aujourd'hui de faire un cellulaire, moi, je ne serais pas capable. Par contre, si une technologie comme celle-là, qui a à peu près 700 000 ans, bien, je suis capable de la façonner puis de l'utiliser comme elle était utilisée à l'époque. Puis elle va être aussi efficace qu'il y a 700 000 ans. Puis elle va être aussi efficace dans 20 000 ans. Fait que c'est les piliers de tout notre savoir technologique puis de toute notre ingénierie. Fait que c'est pas du tout dépassé. Moi, c'est ça qui me fait triper. Je peux rebâtir les choses fondamentales qui nous ont permis d'arriver aux hautes technologies. Au final. Exactement. Parce que ce que tu m'as amené là, j'ai l'impression d'être dans un musée, effectivement, d'archéologie, mais c'est vrai. Puis on voit les espèces de je sais pas c'est quoi, là, mais ça a l'air d'une pointe de flèche géante. C'est un biface. Un biface, voilà. Un biface parce qu'il y a deux côtés. Puis ça servait à plein de choses, entre autres avec celui-là. J'ai enlevé la peau d'un ours parce qu'avec les doigts tout seul, ça va mal. Puis les couteaux, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc, oui, parce que là, il n'y a pas de métal dans ce que tu m'as amené. Ce qui me fait vraiment triper, comme par exemple les cours de cuisine qu'on donne, ce qui me fait triper, c'est de montrer aux gens comment cuisiner sans métal, sans plastique. Là, tu fais comme, attends une minute. Sans métal, sans plastique. Déjà là, moi, je suis perdue, là. Parce que pendant des centaines de milliers d'années, on n'avait pas besoin de ces choses-là. Et il faut comprendre que c'est pas une nostalgie, c'est pas de la... Je sais pas de reproduire l'histoire. Je pense pas que c'était mieux dans le passé. Je suis pas contre les technologies. J'en ai un cellulaire, je peux arriver ici à cheval, mais ça me fait vraiment triper les anciennes technologies pour les utiliser en survie. De remplacer un couteau par un morceau de roche. Dire, wow, OK, ça me prend 5 minutes de plus seulement, mais j'ai pas besoin de faire venir quelque chose de Chine dans un conteneur puis de l'avoir absolument. Fait que tout ça, ça m'aide à moins paniquer, à faire que mes élèves paniquent moins. Si tu tombes en survie puis tu n'as pas de couteau, tu n'as pas d'allumette, bien, qu'est-ce qui te reste si tu n'as pas de savoir? C'est de paniquer. Puis là, la panique, on sait qu'il ne faut pas paniquer. Mais c'est facile à dire, jusqu'à temps que la seule chose qui peut éloigner la panique, c'est le savoir-faire. Il y a plusieurs niveaux là-dedans. Quelqu'un n'est pas obligé de faire de la survie vraiment difficile, éreintante. Ça peut être une simple passion, par exemple, faire des paniers, puis de dire, wow, OK, j'ai pris des objets de la nature, presque des mauvaises plantes, et je les assemble ensemble, puis ça dure des années, des années, des années. Faire des vêtements avec de la peau au lieu de l'acheter après la chasse. Tu sais, le comté de Portneuf, c'est un comté de chasseurs. Absolument. De pêcheurs. Puis, ben, tu sais, moi, j'adore montrer à des chasseurs, dire, regarde avec ta peau, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a plein de choses dans l'animal qui est jeté, puis qui est précieux, en fait. On peut faire des pointes de flèches, on peut faire des grattoirs. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver au niveau de la société. Puis on peut être plongé dans une situation où, bien, on n'a plus de magasins d'ouvert, il n'y a plus d'électricité. Puis là, bien, en montrant les techniques de survie modernes, tu sais, d'avoir les bases, le couteau, le sifflet, la gourde, toutes ces choses-là,
Mais si tu n'as pas ça... Mais tu as la gourde courge, par exemple. Oui, exact. Hey, ça, là, j'ai bu pendant une semaine là-dedans. Hey, en Utah, dans une aventure qu'on a fait vivre à nos étudiants. Hey, c'est une cocotte. Non, regarde comme il faut. Ah, c'est un maïs. C'est un maïs, exact. Aïe, puis ça fait un petit bouchon parfait. Ben oui. Et c'est un tressage. Puis vraiment à l'intérieur, elle est cirée. OK. Elle est cirée pour éviter qu'elle pourrisse. Elle est cirée avec de la cire d'abeille. Puis ce que j'aime de ça, c'est que si je la lance dans la nature, ça se décompose. C'est compostable. Non, mais c'est vrai parce que c'est toutes des choses ici qui retournent dans la nature et qui étaient là avant. Nous, on aime beaucoup le comté de Portneuf. Ça fait à peu près 15 ans qu'on s'implique là, dans la région. Puis là, bien, on va s'impliquer encore plus. Parce que là, je demeure ici et on va faire plein d'activités, puis des activités accessibles. Tu sais, on ne veut pas que ça soit cher. On veut que le monde, le vrai monde vienne. On veut pas que ça soit une fin de semaine chère ou dispendieuse. Notre mission, c'est de parler de ça le plus possible. Parce que moi, je ne suis pas un gars de théorie. Il faut que tu l'essayes, parce que tu les as tous essayés, là, c'est sûr, si tu les manges. Il n'y a rien que j'enseigne que je n'ai pas fait en situation de survie, quand j'avais le ventre vide, que j'avais très froid, ou que j'étais très piqué ou très chaud, puis dans plusieurs climats différents. Tu sais, pêcher des poissons au harpon, par exemple, à la main, un harpon que j'avais fait. Dans d'autres pays, attraper des animaux à main nue. Parce que... Comme j'écoute ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a faites en survie qui nous donnent des bonnes histoires, des expériences. Ah, bien là, ça, c'est autour d'un feu de camp, par exemple. Ça Puis on raconte beaucoup d'histoires parce que c'est comme ça que le savoir était passé autrefois aussi. Savoir oral, comme tu dis. Il ne faut pas s'attendre à un PowerPoint avec nous. Il ne faut pas s'attendre à une présentation avec muffin et café. C'est pas ça du tout. On le fait pour la vraie vie, mais merci beaucoup, Mathieu. La raquette est un objet utilitaire courant au début du 20e siècle, notamment pour les trappeurs et les ouvriers de chantiers forestiers, mais elle est aussi populaire auprès des jeunes. Il y a même un club de racketteurs à Saint-Raymond-de-Portneuf aux alentours de 1925 et les compétitions organisées en plein cœur du village. Mais savez-vous comment on confectionne ces fameuses raquettes d'origine autochtone? On doit trouver le bon arbre pour fabriquer les fûts, soit les supports de bois. Le bouleau permet de tailler de beaux morceaux fins et résistants qui se plient facilement. Une fois mis en forme, on laisse sécher quelques jours. Pour la finition, on perce des petits trous autour des cadres. Ils serviront à passer la corde autour de laquelle on tresse la babiche. Cette dernière est faite de peau de wapiti ou de cerf non tannée, coupée en lanières et trempée afin de la rendre souple et faciliter sa manipulation. On utilise une corde de caribou pour égaliser l'espace entre les tressages. On garnit certaines raquettes de décoration, dont des petites fleurs de laine. Il faut environ une semaine pour confectionner une seule paire de raquettes. C'est vraiment un travail de patience. Sandy Blackburn, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans ces magnifiques sentiers de la vallée secrète. Ça fait plaisir. Et là, dis-moi, est-ce que tu vas l'épicerie bien de même ou c'est juste pour moi ce matin? J'aimerais beaucoup ça. Je vais quand même avouer que ça m'est déjà arrivé une fois à la quincaillerie de rentrer avec mon chapeau. Oups, mais je m'en suis rendu compte en regardant dans la porte. Mais le chapeau, c'est quoi la thématique ici, la vallée secrète? Dans le fond, la thématique, c'est les gnomes. Donc, la thématique de base, c'est ça. Donc, on change beaucoup de thèmes pour les jeux et tout ça. Mais il y a toujours des gnomes là, qui sont dans la forêt ici. C'est ça, donc on est surveillés en ce moment. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est pas un zoo. Hein? C'est pas nous autres qui observent, c'est plutôt eux qui nous observent. L'univers de la vallée secrète, c'est vraiment fascinant parce que vous avez créé de toutes pièces une histoire, un conte ici à Saint-Raymond. Oui. Parle-moi de comment ça a commencé. On a ouvert au public il y a 20 ans. Quand même. Donc, une institution, là, ici, dans la région de Portneuf. Ça fait longtemps, oui. Donc, 8 ans avant, dans le fond, mes parents ont acheté la terre ici pour faire un projet récréo-touristique. Donc, on ne savait pas exactement toutes les formes que ça prendrait, mais ici, c'était une terre à bois, là, il n'y avait absolument rien. Là. OK. Donc, vraiment, il y avait beaucoup d'arbres. Ont été... Oui, mais... j'imagine. Les sentiers ont été tout faits par ta famille. Oui, on a tout fait les sentiers. Après ça, on a découvert qu'il habitait des gnomes, fait qu'on était chanceux. C'est ça, c'est en coupant les arbres que vous avez découvert ça. Oui, mais ils ont décidé de nous accepter à la vallée secrète, ainsi que les visiteurs, avec une seule condition, c'est que les gens portent des bonnets pointus. Oh merde, c'est là que ça se passe, là, parce que autrement, moi, je vais me faire sortir. Bien, tu sais, des fois, des petites noisettes sur le coco, ça peut arriver vite. C'est ça. Mais non, on va se protéger, gars.
C'est ça. Puis là, tu peux l'attacher derrière la tête pour le rapetisser, parce que sinon, ça va être un petit peu... Ben oui, parce que je veux quand même adopter le code, le code vestimentaire des lieux. C'est leur coutume. Eux autres, c'est important pour eux qu'on porte le bonnet. Ça veut dire qu'on est respectueux de la nature puis qu'on va respecter leur forêt. Explique-moi, qu'est-ce qu'on peut faire ici à la Vallée-Saint-Bret? Oui, bien dans le fond, les gens vont faire il y a plusieurs parcours. Dans le fond, on a une douzaine de parcours différents. Donc, il y a des accessoires différents. Tantôt, quand on va se promener, on va voir qu'il y a des bornes différentes. Fait qu'on a des jeux pour les 2-4 ans, 5-8 ans, 9-12 ans et 12 ans et plus, là, les missions d'impossible qui sont pour les ados adultes. Donc, on a vraiment pour tout le monde. Puis, c'est vraiment des stations différentes là, en forêt. Fait qu'il y a à peu près 3 km de sentiers. Puis là, les gens, dans le fond, on leur explique le jeu. Puis après ça, ils partent de façon autonome là, dans la forêt pour jouer avec leurs accessoires. Il y a certains parcours qui vont voir le spectacle dans la cache à Tinainin. Puis ça, il y a des gnomes là, qui sont là pour faire leur spectacle thématique à chaque saison. OK. Puis après ça, il y a d'autres parcours là, qui terminent avec un coffre au trésor, avec une finale, un code secret. Fait que c'est toujours, là, il y a toujours quelque chose là, à la fin là, pour faire la finale de tout ça. Là. Et puis, cette passion-là pour le jeu, pour l'univers du conte de ta famille, parce qu'au final, c'est une entreprise familiale, ça vient d'où, ça? Bien, dans le fond, nous autres, on faisait des jeux interactifs puis des décors avec des personnages animés à l'extérieur. Donc, on en faisait pour des centres d'achat, des magasins, puis des musées aussi, beaucoup. Là. Des jeux interactifs, c'était pour le Musée de la civilisation, des musées à Montréal, un petit peu partout. Donc, cette expertise-là était déjà développée. Ici, là, c'était l'idée de faire notre thématique, d'avoir carte blanche sur tout. Ça vient avec certains privilèges et certains défis, parce qu'ici, on est à l'extérieur. Fait que c'est sûr que là, dans les musées, on a des interactifs qui sont à l'intérieur, au chaud et tout ça. Ici, on est dans une forêt avec des insectes, du froid, beaucoup de gens qui passent là, sur les bornes et tout ça. Fait que c'est ça un peu le défi ici. C'est une grande expertise que vous avez. Puis, je sais que vous faites vous-même, donc vos décors, tous vos petits objets. Avez-vous un atelier ici de fabrication? Oui, c'est ça. L'atelier est un petit peu plus loin, là, que c'est sur un autre terrain, dans le fond. Là. Puis c'est là que tout est créé. On a 4 mois là, de vacances en hiver. Donc, c'est là qu'on refait des choses. Parce que c'est sûr que là, dans les premières années, on n'avait pas beaucoup de monde. Ça a commencé tranquillement. Mais nous autres, on voulait juste ajouter à mesure. Puis à un moment donné, là, il y a comme 20 000 personnes par année. Fait que c'est sûr que pendant la saison, on n'a pas le temps du tout de développer des nouvelles choses. Quoique, dans le cerveau, ça continue toujours de bien, j'imagine que c'est ça. Tout ce qui est amélioration du parcours ou nouvelles thématiques, nouvelles séries de jeux. Vous faites ça en famille? Comment vous travailler? Oui, bien c'est souvent les choses vont nous venir d'un enfant qui va avoir dit quelque chose, d'un parent qui a dit « Ah, ça serait cool! » Fait que là, on est vraiment, on est dans le laboratoire. Là, mais là, on a un jeu qui s'en vient pour pouvoir justement observer les traces des animaux. Fait qu'on a reproduit les traces de pas ainsi que les caca des animaux. Oh, ouais, fait qu'on va pouvoir... c'est très éducatif. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on peut observer les animaux en forêt. Absolument. Fait que c'est ça que les chasseurs font. C'est ça que ceux qui veulent prendre des photos, justement, comme ceux-là, c'est ça qu'ils font. C'est un jeu très complexe. L'été prochain, il va être disponible, donc sous 2 niveaux de difficulté, donc pour 5, 8 ans et 9, 12 ans. Donc, ça reste très ludique, mais aussi éducatif quand même, votre proposition. C'est toujours le but. C'est pour ça aussi la thématique des Tinainins, c'est qu'on peut parler de choses qui se rapprochent de nous en tant qu'humains, mais de façon plus humoristique. Et des fois, les Tinainins sont plus coquins. C'est vraiment un univers que j'adore vraiment, puis je suis curieuse d'aller faire un petit tour dans tes sentiers. Merci!